Oui, ça y est, c'est lancé. 3, 2, 1. Salut, bonjour, c'est Yvan. Et j'arrivais pas à lancer ce live. C'était bien parti, il y avait cette chose que j'ai envie de partager avec vous, et dont je vais vous parler quand même. Mais d'un seul coup, c'est venu dans le mental, et puis de plus en plus, y réfléchir, essayer de trouver les différents liens, oui, mais me rappeler bien de ceci, de cela. Et au final, comme on dit, j'avais perdu accès en fait à ce que je voulais vous dire. Et donc il a fallu que je retourne au corps, que je commence à bouger, que je retourne à mon corps en fait, à la nature, à cette humanité. Et c'est pour ça que je suis essoufflé, parce que du coup j'ai fait quelques pompes pour que le sang circule et pour me sentir à nouveau dans cette humanité plutôt que pris dans ce système mental finalement démoniaque. Mais comment est-ce qu'il faut le combattre? Comment le combattre? Et comment transformer plutôt que de le combattre? Comment peut-être inclure ça, l'embrasser, cette menace constante qu'il y a en soi, le jugement par exemple, qui fait que si on le suit, si on lui laisse le contrôle, consiste en une violence et on finit par être violent envers soi-même. Par exemple, quand on se dit qu'on devrait faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire à ce moment-là, qu'on devrait être quelqu'un qu'on n'est pas capable d'être à ce moment-là. Si par exemple vous êtes provoqué par une situation quelconque, ou quelque chose qui vous met dans une position inconfortable, voire peut-être même attaqué, ou quelque chose qui vous a fait mal et que vous n'arrivez pas à digérer, salut Evelyne, et que à ce moment-là, vous vous dites que dans votre devoir de femme, de mari, d'enfant, de père, de mère, d'amis ou d'employé, vous devez ignorer cette partie de vous qui a été bouleversée, menacée, mise à mal, voire peut-être même abusée d'une certaine manière, et que donc vous forcez à suivre ce devoir social ou matrimonial ou familial ou amical. Ça, c'est une violence très très forte que l'on se fait envers soi-même. Salut Sylvia. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment réussi à dépasser, ou est-ce que tu te retrouves encore régulièrement dans cette situation où il y a ce mental qui t'attaque, cette violence envers toi-même, qui agit un peu comme quelque chose qu'il faut passer ou qu'il faut transformer, et que peut-être tu penses que tu dois rentrer en conflit avec ça, en bataille, que tu dois vaincre cette partie de toi. Un des aspects intéressants de faire ce passage-là, c'est d'embrasser cette partie gênée ou comment on dit, cette partie de toi qui a été mise à mal. Okay, de l'embrasser, de la faire passer en priorité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières en fait de transformer ce moment où on se sépare finalement de tout le monde parce qu'on se dit qu'on devrait faire autre chose que ce qu'on fait là, et qu'on finit par finalement ne plus sentir la vie passer dans son corps, être complètement perdu dans sa tête et perdre, au bout du compte, le sens de la vie, comme on dit, le sens de la vie, qui est plus, à mon avis, plus précisément, l'expérience, de sentir l'expérience de la vie passer au travers de soi. Souvent on dit qu'on cherche le sens de la vie, il est probable qu'en fait on soit plus à la quête constante de l'expérience de vie. C'est-à-dire de sentir que la vie passe, tourne, bouge, nous fait évoluer, nous fait sentir notre corps, nous donne du plaisir. Fondamentalement, énergétiquement, il s'agit de plaisir, ce mouvement qui caresse le corps et qui permet à la conscience de se déployer un peu plus dans cet espace nouveau. Donc, il y a là différentes manières de faire ça. Bon, ça y est, je retourne dans ma tête à nouveau. Waouh. Ok, donc, on va prendre un exemple. Je suis encore essoufflé, en fait.
Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Tu es en face de ton partenaire ou de ta partenaire, à table. C'est le moment du repas. C'est le moment où vous êtes ensemble, sans les enfants, sans personne d'autre, et que vous pouvez avoir ce moment d'intimité qui, habituellement, est quelque chose qui vous nourrit l'un l'autre. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé, que tu as observé, que tu n'as pas compris, ou que tu as compris et dont le sens t'a dérangé, voire provoqué, et qui fait que en toi-même, il y a une réaction qui s'est faite, forte, qui, si tu lui laisses la liberté d'être et de s'exprimer, va générer, tu le sais, une forme de conflit. Va faire en sorte que ça ne va pas convenir, en fait, à la situation avec cette personne en face de toi, dans cette intimité, que l'autre risque de mal le prendre, ou que, voilà, on ne va pas se comprendre, en gros. Donc, tu gardes ça, tu le maintiens. Tu dis non, je ne peux pas me permettre d'être et d'exprimer cette colère, par exemple, que j'ai, cette frustration, cette douleur, parce que si je le fais, je vais détruire ce que l'on essayait de créer ensemble. Donc tu te retires. Et là, il y a deux possibilités. Soit tu t'en veux de ne pas accomplir ton devoir matrimonial, par exemple, ou même amical, ou la place que tu es censé avoir dans cette situation intime avec l'autre. Et donc tu commences à te juger, et là tu répercutes en fait la violence sur toi-même, celle que tu ressentais auparavant comme venant de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un niveau symbolique, le dragon qui t'attaque, tu le deviens, mais contre toi-même. Tu commences à t'attaquer toi-même. Du coup, tu perds non seulement le lien avec toi-même et surtout avec ta nature et avec ton corps, parce que tu es complètement dans le mental à ce moment-là, mais en plus, tu coupes le lien avec l'autre en face de toi. L'autre manière qui pourrait ici transformer ça, ce serait d'embrasser ce démon, d'embrasser ce dragon, d'embrasser ces parties de toi qui se sentent vexées, troublées, menacées, mises à mal, douloureuses. De les écouter, elles, en priorité, plutôt que quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que tu transformes à ce moment-là ce qui te menaçait, ce qui t'empêchait d'être toi-même, et surtout ce qui t'empêchait d'être ce que tu penses que tu devais être, en ce que tu es à ce moment-là. Et tu rentres dans un amour de ça, dans une reconnaissance de ça, dans le fait de réellement être avec ces parties de toi qui te dérangent et qui, tu crois, si tu les exprimais, dérangeraient l'autre. À partir de là, ce qui se passe, c'est que tu assimiles ces parties. Attention, parce que je vais dire peut-être un petit peu complexe ma façon de l'exprimer, pardon si ça c'est pas clair, mais tu assimiles ces parties de toi qui étaient en fait mentales et menaçantes, des jugements sur toi-même, et en les assimilant, en les incluant, en les embrassant, tu en inverses la force et l'énergie et le pouvoir. C'est-à-dire que ces pensées, ces émotions, ces jugements qui avaient du pouvoir sur toi, à ce moment-là, se mettent à ton service. À ce moment-là, tu vas pouvoir recommencer dans cet espace où tu es resté avec toi-même, dans cette ouverture et cette reconnaissance, tu vas pouvoir inverser la place et la force de tes pensées, de tes jugements, en les mettant au service de ce qui est vivant en toi. Pas de ce qui est pensé, mais de ce qui est vivant, de cette nature et de ton corps. Donc tu vas passer d'un système de pensée, comme un empire, à une humanité, à la nature de ton humanité, qui elle est nouvelle à chaque fois et qui va te permettre donc de contrôler ce qui te contrôlait juste avant. Oh, c'est compliqué ? Putain, c'est compliqué. Il y a des commentaires. Ok, pardon pour ça. En fait, moi, ça me fait penser à tellement de choses que quand je parle tout seul comme ça, je ne suis pas tout seul, vous êtes là, bien sûr, et merci, sinon je ne parlerai pas, mais quand il n'y a pas vraiment une conversation, je pars là-dedans. Pardon pour ça.
Mais je peux y revenir plus précisément, et si vous avez des questions, c'est bien. Donc j'en vois qu'il y a des questions. Sylvia, mais comme nous n'avons pas appris, j'ai l'impression que nous sommes très nombreux à être ainsi. Absolument. En fait, on est comme programmé en fait pour ne pas résister à cette puissance qu'on donne à nos pensées et à nos jugements. On est programmé pour être et suivre le devoir social qu'on nous donne. Si je suis femme ou homme marié, j'ai dans l'idée que je dois me comporter d'une telle manière. Si je suis parent, je dois me comporter d'une telle manière. Employé, patron, je dois me comporter d'une telle manière. C'est ça qu'il faut dépasser, et c'est ça qu'on n'a pas appris à dépasser. Mais si tu regardes bien au niveau symbolique, c'est aussi une des 3 tentations que le Christ, le Bouddha, Mahomet, Moïse ont tous dû dépasser pour se révéler dans leur nature universelle. Et ce que tu cherches en fait au fond de toi, c'est cette présence vivante de ta nature universelle, de ce qui est humain en toi, de te réhumaniser. Parce que ce qu'on n'a pas appris, c'est à être finalement vivant. Ce qu'on a appris au contraire, c'est être dans notre mental. Mais il n'y a rien d'humain dans le mental. Le mental est ce qui, en fait, maintient tout ce qui nous empêche de vivre réellement et de donner la priorité à notre corps, à notre nature, qui est cette terre elle-même. Et à cette universalité de tous et de chacun sur cette terre, et avec cette terre comme une communion irréductible. Donc c'est difficile parce qu'on n'a pas appris à faire ça. Et ce qui nous aide à le faire, c'est de reconnaître que les difficultés ou les moments où on a échoué, les moments où par exemple on s'est comme sacrifié, où on se dit j'aurais pas dû faire ça parce que j'ai fait passer les besoins de l'autre avant les miens, c'était pas bien. Si, c'était bien, parce que c'était ce qu'à ce moment-là tu pouvais faire de mieux, parce que c'était ce qui était requis pour que la situation évolue. Et ce même moment-là où tu dépasses ton propre besoin personnel, ton propre intérêt personnel, pour te mettre en fait à la disponibilité d'un autre, des autres, ou de plus grand que toi, est un moment où tu retrouves cette universalité de ta nature. C'est un moment où tu deviens victorieuse ou victorieux de ce mental-là prédisposé à ne pas y arriver, comme tu dis Sylvia, à suivre le système de cet empire intelligent, et qui fait qu'on en est l'objet plutôt que de l'utiliser pour le contrôler, à se diriger où on veut qu'il se dirige. Donc ça aide énormément d'avoir un point de vue plus large, ou même parfois de regarder symboliquement ce qui se passe, parce que si tu regardes bien, toutes les histoires, toutes les religions, toutes les cultures, tous les personnages fondamentaux ont vécu le même parcours d'évolution, et à toutes les époques et sur tous les endroits de cette terre, et qui représentent en fait ce que toi tu vis aussi chaque jour. Donc regarde ce que ça peut changer. Si par exemple tu te dis voilà, j'ai pas tenu compte de mes besoins, je me suis mis au service de mon mari ou de ma femme, j'ai plutôt satisfait ses besoins et ses désirs à elle ou à lui, où est-ce que tu te trouves en disant ça? Est-ce que c'est un moment de jugement mental qui va te détruire et où tu sens plus la mort que la vie? Oui. Comment tu peux regarder ça autrement? Si d'un seul coup tu te rends compte qu'en fait ce moment où tu t'es dévoué littéralement était un passage, un moment de transformation dans ta vie, dans ton expérience de la vie, qui t'a permis de goûter autre chose de nouveau et qui a permis aussi à l'autre d'évoluer. À ce moment-là, tu te rends compte qu'en fait, c'est un progrès pour toi, c'est une avancée, c'est une évolution, et qu'en plus, l'autre, même lorsqu'il se manifeste comme une menace ou comme un ennemi, est en fait ce que la vie te donne pour progresser et pour te transformer à son contact. Ce qui t'arrête à chaque fois, c'est en fait les moments ou les endroits où tu redonnes les pleins pouvoirs à cet empire mental. C'est le seul moment où tu t'arrêtes. Et si à ce moment-là tu te rends compte qu'en fait les sujets, les objets de ce qui a provoqué ça sont là pour te faire évoluer, c'est-à-dire que si tu as un point de vue plus large sur ton parcours de vie, alors tu le passes pratiquement naturellement, parce que d'un seul coup, tu changes de point de vue, tu changes d'angle, et tu transformes les jugements que tu avais sur toi en une reconnaissance et en même une gratitude pour ce qui est là, pour toi à ce moment-là, et pour l'autre, et donc pour toi.
Donc c'est phénoménal ce qui se passe. Ok. Evelyne, il vaut mieux partager tout de suite un ressenti plutôt que de laisser une infection nous atteindre, à mon sens. Ok, si pas, peut-être, je sais pas, peut-être. Je sais pas ce que tu entends par infection, mais ce qui énergétiquement devient une infection pour ton corps et pour ta psychologie, c'est lorsque ça s'arrête de circuler. C'est lorsqu'une énergie arrête de circuler. Donc quand tu dis partager tout de suite, oui, ça veut dire que tu laisses circuler quelque chose qui t'est venu au travers de toi et à l'extérieur de toi. Et donc en effet, là, il n'y a plus d'infection. C'est lorsque tu bloques ça que ça devient infectieux pour toi et pour l'autre. Et ça aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça aussi, c'est un endroit où on se dit non, mais j'ai pas le droit de faire ça. Je ne devrais pas dire ça, parce que ça ne se dit pas. J'ai pas le droit de dire que cette personne m'a fait mal, par exemple. Et donc tu gardes ce truc-là, et ça devient infectieux. Vraiment infectieux. Tu peux même en crever au bout de quelques années, si tu l'as toujours. En crever, c'est-à-dire tuer ton corps avec ça. Okay, enfin, le tuer... Voilà, on sait ce qu'il en est en fait en vérité, c'est que ça retourne là où c'était. Mais bon. Alors que si tu le fais circuler, si tu te donnes le courage, sachant que c'est ce qui va contribuer en fait, d'exprimer ce qui est là, ce qui t'est venu, l'autre va être absolument entendu et reconnu dans cette nouvelle confiance que tu génères entre toi et l'autre. Waouh, elle a réussi à me dire ce truc, je peux lui faire confiance. Ou alors, c'est le contraire, c'est elle me cache quelque chose, je ne peux pas lui faire confiance. Tu vois ce que ça génère? Quand tu gardes les choses et que tu dis non, je peux pas le dire, ça va faire mal, l'autre en face, il voit bien que tu gardes quelque chose, donc il ne peut pas te faire confiance. C'est là qu'est cette vulnérabilité de dire waouh, tu sais, là, ça m'a fait mal, ce que tu viens de me dire. D'un seul coup, la reconnaissance et la confiance arrivent ici. Et ce qui était infectieux devient partagé, donc nourrissant. Ça, c'est vrai pour toute interaction qu'on a avec les autres. Merci Sylvia, non, c'est pas compliqué, merci beaucoup. Et c'est usant à la longue, et oui, c'est même détruisant à la longue. Ok, je ressens plutôt cela comme un vide, mais je progresse et je lâche de plus en plus. Ce vide-là est peut-être ce qui est derrière le monde conçu tel qu'on a voulu nous l'apprendre. Le monde visible. On sait au fond de soi, et on le sait depuis la nuit des temps, que le monde visible est en fait régi, dirigé, conduit par quelque chose d'invisible, qui est derrière, en amont, et qui va aider ça. Mais cette chose invisible-là est inconnue. C'est un inconnu, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore connu. Donc ça, la sensation, dès lors qu'on se relie à ce qui en fait dirige les choses, dirige le monde, est une sensation de vide. Mais en soi, ça n'est pas vide, c'est rempli de tout ce qu'on n'a pas conçu. Donc en fait, c'est un vide pour la tête, mais la tête est juste un employé de ton être, de ta personne, de ta nature. Donc, si l'employé ne comprend pas, c'est pas grave, tu peux lui expliquer. Pour ça, il faut juste que tu reprennes le pouvoir de ta nature et de ton corps. Parce que ton corps, il ne ressent pas un vide, il ressent une attraction. Il ressent quelque chose qui l'attire. Et ta conscience, elle ressent une curiosité, une richesse qui va la reconnaître et dans laquelle elle va nourrir en fait. Et abondamment s'étendre et s'épanouir. Donc ce qui est à lâcher ici, c'est la projection ou l'attente ou la peur qui est une des trois autres tentations fondamentales, cette peur. Dépasser la peur qu'a le mental de ne pas comprendre ce qui est derrière, ce qui est vu et conçu. La peur de toucher, de rentrer dans cet inconnu. Sauf que cette peur-là n'est que mentale en vérité. Ton être, ta conscience, a envie de ça, est excité par ça, est attiré par ça. Et juste entre parenthèses, si ton mental en a peur, c'est parce qu'il sait ta représentation de toi-même, ton ego, ce que tu penses, ce que tu crois être, ce que tu crois dire et faire, ton identification à tout ça, a peur de disparaître dans cet inconnu
dans ce que tu crois être un vide, parce que ça te dit c'est vide, n'y va pas, c'est dangereux, et elle disparaîtrait en effet en tant que puissance qui te contrôle, parce que dans cette présence, la pensée, la projection, tout ce qui est du mental disparaît, n'a plus de possibilité d'être. Le mental n'est que dans la projection ou dans le souvenir, il n'est jamais dans la présence, il ne peut pas être dans la présence. C'est comme l'ombre et la lumière, elle ne peut pas être en même temps. Donc il n'y a pas de peur en fait. Ce vide-là est intéressant si tu t'y intéresses. C'est intéressant si tu t'y intéresses, ouais. Voilà, c'est ça. Si tu as une curiosité pour découvrir ce que ça te donne en fait. En quoi ça te nourrit. Parce que c'est tout l'inverse d'un vide. Je me souviens quand j'étais moine, bouddhiste, il y avait souvent des gens qui disaient, mais parce qu'on était en retraite, donc on pratiquait tout le temps, et il y avait c'est arrivé qu'il y ait des participants, des retraitants, qui disaient, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver dans cette vacuité? Je ne vais plus rien avoir, je ne vais plus avoir d'émotions, je ne vais plus avoir de ressenti, je ne veux pas ça. Et ça faisait rire aux éclats nos enseignants, parce qu'ils disaient, mais non, c'est le contraire. C'est là que tu vas avoir le choix entre toutes les émotions, toutes les sensations. C'est là que tout se trouve. C'est la base, c'est la source universelle de toute la vie. Donc tu pourras avoir tout ce que tu veux. Donc tu vois à quel point le mental, en fait, projette ce qui n'est pas lui dans une image qu'il n'y a rien. Parce que c'est comme si tu disais, si tu n'es pas moi, tu n'es rien. Et c'est là la force du mensonge de ce dragon mental, c'est qu'il te dit, si tu n'es pas moi, tu n'es rien. C'est comme si tu n'es pas mon ami et tu es mon ennemi. Si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Si tu n'es pas né à Marseille, tu n'es pas Marseillais. C'est une blague, pardon. Mais c'est souvent comme ça, même dans le sud-ouest, par exemple. Dans le sud-ouest, en Dordogne, par exemple, où j'ai habité là-bas un moment, si tu n'es pas de 3 générations de là-bas, tu n'es pas de là-bas. Tout ça sont des représentations, des répercussions de ce fonctionnement mental préconçu et conditionné, en fait, qu'on applique dans chaque chose de notre vie si on ne fait pas attention à ce qu'on est en train de vivre. Avoir un point de vue beaucoup plus pur sur ce qu'on est en train de vivre, comme une vision pure sur ce qui est en train de nous arriver. Où est-ce que je me trouve dans mon parcours, dans cette expérience-là quotidienne de cette personne, de ce repas, de cette situation quelconque. Quoi que ce soit que tu vives, a en soi quelque chose de mythologique quasiment, parce que tu es tout le temps en train de progresser sur ton chemin. Et ce que tu rencontres est tout le temps quelque chose qui t'est offert par la vie, si tu es capable de le reconnaître, comme un cadeau phénoménal. C'est se mettre dans une situation de survie. Oui, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, ouais. Le fait de ressentir un vide est un état dépressif. Absolument. Parce que tu n'as plus de repères, parce que tu te dis je suis perdu. Tu sais plus où tu te trouves, tu n'as plus les repères mentaux en effet. Mais c'est là que ce qui en toi va pouvoir se transformer a la chance de se transformer. C'est là que ce que tu as cru être peut en effet mourir pour que tu renaisses à ce que tu es véritablement. Il y a évidemment un passage comme ça, récurrent quasiment. À chaque fois, tu sais, des fois, on a la sensation qu'il y a des cycles dans nos vies, qu'on répète la même chose, mais en fait, on ne répète pas la même chose, c'est juste qu'on avance à chaque fois comme une roue, on se retrouve au même endroit de la roue, mais la roue, elle est 1 kilomètre, ou elle est 10 mètres plus loin qu'elle était auparavant, ou même 1 mètre plus loin. On a l'impression que ça se recommence, parce que je suis en bas, je suis en haut, je suis en bas, mais en fait, tu es sur une roue qui avance. Donc tu n'es jamais au même endroit. Et peut-être qu'il y a un moment dans cette rotation, dans ce cycle, où tu vas devoir en effet choisir de perdre ce que tu avais et ce que tu étais, pour devenir plus et pour avoir plus à nouveau. Ce qui est important ici, c'est que tu ne crois pas que tu es autour, sur la circonférence de cette roue qui tourne, une fois en haut, une fois de côté, une fois en bas, mais que tu te souviennes que toi, tu es le noyau de cette roue, que toi, tu es au centre, en fait. Et que donc, ce qui apparaît de ton état mental, physique, et qui semble être une répétition, parce que c'est toujours sur cette même circonférence, ne sont que les manifestations de ton progrès, en fait.
Et le fait que ça bouge prouve que tu avances. Et le fait que tu te retrouves apparemment au même endroit, apparemment seulement, prouve que tu as fait un tour complet et que donc tu as avancé de la longueur d'une circonférence. Maintenant, si ta roue est toute petite, ça marche aussi. Si ta roue est gigantesque, ça marche aussi plus vite. Et ce que tu te rends compte, c'est que quand tu commences à reconnaître ça et à t'intéresser à ça, à travers ce que les autres te permettent de découvrir de toi, c'est-à-dire à travers la curiosité que tu as de ce que les autres deviennent chaque jour, parce que c'est prioritaire, d'avoir ton attention tournée vers l'extérieur, vers l'autre, vers quelque chose qui est différent de l'idée de toi, plus tu avances là-dedans, plus tu fais grandir le rayon de ta roue. Quand tu es vraiment sur toi, ça tourne si vite que tu vois même pas que ça tourne. Mais plus tu l'agrandis, plus tu donnes de l'espace à ton intérêt, à ta curiosité, plus tu inclus et embrasses d'autres personnes que toi dans ta conscience, dans ton intérêt, plus tu fais grandir ta roue et plus tu vas vite, donc progresser rapidement. Souviens-toi seulement que tu es au centre de cette roue. Tu n'es pas ce qui tourne, c'est toi qui fais tourner les choses. Et que donc toi, tu es stable. Quoi que ce soit qu'il en paraisse, quoi que ce soit qu'on te dise, tu es stable. Tu es toujours suffisante et suffisant. Tu deviens toujours plus quoi que ce soit que tu vives. Donc, plutôt que d'avoir cette violence envers toi-même de te dire « je devrais être autre chose », qui est donc une des tentations fondamentales donc de ceux qui ont essayé, tu sais, quand le diable essaie d'empêcher le Bouddha, le Christ, le Mahomet, de se révéler à lui-même, souviens-toi que ça, ce moment où tu te dis « oh, je devrais être autre chose », c'est une tentation de ton mental, de cet empire qui essaie de te mettre en tort et de t'empêcher de vivre. Et ce que tu as à faire ici, c'est à embrasser cette chose-là ou à la vaincre. Mais même si tu la vains, comme on tuerait un démon, tu devras de toute façon assimiler ensuite ce démon en toi pour te révéler. C'est comme Siegfried dans les mythes nordiques qui tue le dragon et qui, après l'avoir tué, doit goûter le sang du dragon pour assimiler cette partie de lui que jusque-là, il combattait et qui, à partir de là, va faire partie de lui. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va pouvoir utiliser et contrôler son mental, ce système, plutôt que d'être contrôlé par lui. Donc voilà des manières de comprendre, parce que c'est important de comprendre en fait. On va réussir à se défaire de notre emprise mentale si on a la curiosité de se demander ce qu'on sait, de quoi on est conscient. À chaque fois que tu te dis « ouais, mais ça m'intéresse pas », à chaque fois que tu te dis « ouais, je sais que je sais quelque chose là, mais j'ai pas tellement envie de savoir », tu redonnes le pouvoir à cet empire mental, au côté sombre, comme dirait Lucas, George. Okay. La force en toi, elle se trouve dans ce courage d'aller vers ça pour l'embrasser, que ce soit à travers un combat où tu vas être victorieuse, victorieux, ou que ce soit à travers de l'amour simplement, l'un comme l'autre. Inclure ces parties-là. Ok, je pense que ça va aller pour aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres questions. Merci Evelyne. Marilyn, salut. Bon, et ben voilà, ça fait un moment que je cause, je pense que ça va aller. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein? Voilà. Donc, réécoutez depuis le début, si tu es arrivé en cours, regarde au début. L'histoire ici, c'est je vous ai parlé de ces moments où on s'en veut peut-être de ne pas pouvoir être ce qu'on aimerait être pour l'autre, en gros. Et où en fait on va générer une violence envers soi-même. Et comment transformer ça? Et je crois que c'est quelque chose qu'on vit tous plus ou moins régulièrement, même sans forcément être en lien avec l'autre, mais parfois en étant simplement en lien avec soi-même, dans notre propre façon de nous voir nous-mêmes. Et je crois que si on arrive à vraiment utiliser ça pour ce que ça a de nourrissant et de révélateur, ça change vraiment la vie. Voilà, je vous embrasse.
vous remercie pour ta curiosité, votre curiosité, et on se retrouve certainement bientôt. Ciao et magnifique journée à toi.